Alors aujourd'hui, je vais vous faire donc une conférence qui a pour finalité d'exposer donc la conquête de la Cochinchine vue du côté français, c'est-à-dire de voir quels sont les invariants géostratégiques finalement de la France, l'optique qu'en avaient les missionnaires, la perception qu'en avaient certains officiers de marine qui étaient tous parlant chinois et donc ayant appris aussi l'annamique, comme nous verrons, et qui sont hostiles à la colonisation et qui ont failli faire capoter finalement la colonisation de la Cochinchine, et puis l'apparition du parti colonialiste. Et ça, de les confronter au point de vue de l'autre, grâce notamment à un document que nous trouvons dans les archives des affaires étrangères, qui est une traduction d'un décret qui a été composé par des anamites pour l'empereur Tuduk, dans lequel on dit que l'empereur aurait beaucoup approuvé et beaucoup loué ce mémoire, et nous verrons que ça nous donne la vision qu'ils avaient de nous, les Occidentaux, comment ils voyaient, comment il fallait réagir à notre arrivée, etc. Alors cette première campagne de Cochinchine, le contexte à l'époque donc du Second Empire, on reviendra là-dessus, mais c'est les perspectives, disons, de la France de mener une grande politique en Chine sont inexistantes, et donc elle cherche par tous les moyens à s'implanter. On verra que vu le conflit latent avec l'allié, parce que cette époque du Second Empire, nous sommes alliés à l'Angleterre, malgré tout, on ne peut intervenir que dans les périphéries, là où l'Angleterre nous le permet. Et le Vietnam, il y a eu des antécédent historique qui fait que l'Angleterre ne mettra pas trop de bâtons dans les roues à notre présence. Alors le Vietnam à cette époque, depuis 1000 ans, il y a une suzeraineté qui est donc de la Chine sur ce pays. La fondation qui remonte à 939, et au fil du temps, cette suzeraineté est devenue de plus en plus nominative, sauf au Tonkin. C'est un pays qui est totalement fermé, replié sur lui-même. Ses dirigeants sont confucianistes et refusent obstinément le contact avec les barbares de l'Ouest, et ils persécutent les chrétiens, considérés comme des traîtres en puissance. Alors, les Européens ont tous, et ce qui permettra d'ailleurs à la France d'œuvrer dans cette région, ils ont tous comme idée qu'il faut faire comme avec la Chine et faire rentrer l'empire d'Annam dans le concert des nations en se basant sur l'égalité diplomatique, sur des échanges réciproques et la liberté religieuse. Alors, le rapport de la France avec Vietnam, enfin l'Annam, puisqu'à l'époque on parlait d'Annam, est ancien. Celui qui a commencé à aller en Cochinchine, c'est Alexandre de Rhodes. C'est lui qui a fait donc cette carte, vous la voyez à l'envers, Tonkin là au nord, mais enfin bon, et la Cochinchine au sud. C'était un missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il a été plusieurs fois en Cochinchine. Il sera expulsé de Cochinchine en 1645. Mais il a eu le temps de faire une chose qui va être très utile aux Vietnamiens actuels, c'est qu'il a romanisé, il a commencé à romaniser l'écriture vietnamienne, qui était de caractère chinois, et donc après ça sera amélioré, mais disons que c'est lui. Alors la France depuis Colbert cherche, donc c'est pas nouveau, cherche un point d'appui dans ces régions, dans l'océan Indien. Elle cherche un appui entre l'Inde et la Chine. C'est une nécessité pour sa marine. Elle est au Mascareigne, elle est à l'île Bourbon, elle est à l'île de France, mais tout ça sont des îles trop éloignées de Pondichéry qu'elle a acquises en 1674. Donc il y a dans la géostratégie française sur le long terme, donc une volonté d'avoir un point d'appui dans ces régions. Alors, la Compagnie des Indes avait commencé à essayer de s'implanter en Cochinchine, notamment dans l'île de Pulo Condor, qui est une île au sud-est du Vietnam, et c'était une position sur la route de la Chine. Le problème, c'est que c'est une île absolument insalubre. Il y a eu un projet à l'époque de Louis XV d'occuper Touran. Touran, c'est le Da Nang actuel, mais la reconnaissance qui avait été faite par Friel,
qui est le neveu de Dupleix, avait avalisé ce choix, mais malheureusement, il y avait eu Choiseul est rentré en disgrâce et donc le projet a été abandonné et ensuite il y a eu la guerre d'Amérique, ça a été abandonné. Or au Vietnam, la situation s'est dégradée et vous avez ce superbe représentation puisqu'il y a 3 frères qui s'appellent les Tay Son qui se sont révoltés contre le Vietnam est donc coupé en deux, hein, Tonkin au nord avec la dynastie des Ly et le Cochinchine au sud avec les Nguyen. Et là, les Tay Son sont ces 3 frères issus de la paysannerie, remettant totalement en question. Donc, vous voyez comment est représenté ces 3 frères. Vous imaginez l'idéologie qu'il y a derrière et comment elle a été récupérée à une époque tout à fait récente. Mais ça va créer une guerre civile pendant 30 ans. Le souverain Nguyen notamment est exécuté, est détrôné et exécuté, et donc les Tay Son vont se retourner contre les Ly hein, au nord et finalement réunifier. C'est la première fois qu'il y aura une réunification du Vietnam. En plus, ils ont empêché l'invasion par les Chinois. Ils ont imposé la nanite comme langue officielle. Ils vont impulser des réformes en matière d'éducation et d'agriculture. D'où cette représentation grandiose de ses frères Tay Son, évidemment pas du tout le point de vue officiel dans Cochinchine et en Annam à l'époque du Second Empire. Alors il y a un homme qui va jouer un rôle majeur, qui est Monseigneur donc Pignot de Béhem. Donc vous voyez, il est évêque in partibus infidelium d'Adran. Hein, vous savez, c'est ces gens envoyés dans des régions tout simplement pour missionnaires. Hein, et donc il est vicaire apostolique donc en Cochinchine. Il va gagner la confiance d'un Nguyen Han, qui est dont il a été le précepteur et qui est le frère du dernier souverain et qui commence à essayer de reprendre pied en Basse-Cochinchine. Il va le convaincre qu'il faut qu'il qu'il sollicite la protection de Louis XVI. Et donc Pignot va partir en France avec le fils aîné de Nguyen, le jeune prince Can, qui a 4 ans. Et ça va intéresser Louis XVI, ça va intéresser la France. Il va y avoir une délibération au niveau du Conseil royal donc de Cochinchine en septembre 1787. Et vous avez 8 raisons, 8 avantages qu'il y a pour la France à s'installer là. Moyen de contrebalancer, je vous les cite parce que c'est vraiment le cœur du projet géostratégique français que l'on retrouve aussi sous le Second Empire. Donc, moyen de contrebalancer l'influence de la nation anglaise, moyen de dominer les mers de Chine dans tout l'archipel, de se rendre maître du commerce. 3, endroit pour retirer les vaisseaux en temps de guerre, les radouber, en construire de nouveaux. 4e point, moyen facile de ravitailler les escadres, de fournir aux colonies des objets de première nécessité. 5e, assurer un asile dans ces régions, du secours. 6e point, faciliter le commerce avec la Chine, car derrière tout ça, il y a le grand marché chinois, qui est déjà une grande préoccupation des Occidentaux à cette époque. 7e point, moyen d'arrêter évidemment les Anglais dans tous les projets, puisqu'ils pensent ils sont décidés de chasser les Français de l'Inde, ce qui va se traduire effectivement et d'étendre leur établissement. Et moyen donc, bien qu'éloigné, de faire trembler les Anglais au Bengale. Mais ça, ce sera évidemment des points qui vont être éliminés à partir de 1815. Il n'y a aucune allusion à la protection des chrétiens. Je vous le souligne, point barre. Hein. Par contre, on souligne bien la production de Cochinchine. Alors là, c'est Le Monde donc en 1787. Hein, vous voyez donc la position de la Grande-Bretagne, la Chine qui est fermée. Hein, donc là, c'est pour les positions, les Philippines qui appartiennent à l'Espagne. Les Pays-Bas qui sont évidemment dans l'archipel malais, dans toute cette région. La France n'y est pas, hein, et donc fait partie des grandes puissances qui n'y figurent pas. Alors, production là c'est un superbe
petit tableau concernant, c'est un optique d'ailleurs, qui illustre ce qu'était la Cochinchine à cette époque. Vous voyez, quelque chose de très calme, de très doux, de très ravissant, et en plus qui a des productions intéressantes puisqu'il y a de l'or, du poivre, de la cannelle, du sucre, de la soie, du coton, de l'indigo, du fer, du thé, de la cardamome, de la cire, de l'ivoire, de la gomme goutte, des vernis, de la laque, de l'aloès, etc. Des bois précieux, notamment pour la marqueterie. En général, tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie. Donc c'est vraiment un intérêt majeur. Donc il y a un traité qui est signé le 28 novembre 1787, qui est dit Petit traité de Versailles, et qui est un traité d'alliance défensive et offensive. C'est-à-dire la France promet 4 frégates, 1200 soldats d'infanterie, 200 artilleurs, 250 cafres, c'est-à-dire des troupes noires, munis de leur appareil de guerre, donc armés. Par contre, la Cochinchine donne la presqu'île de Tourane, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, Danang, qui est le port principal de la Cochinchine. Les Français ont le droit d'y établir tous les établissements qu'ils veulent pour la navigation et leur commerce. Ils ont le droit d'y caréner leurs vaisseaux, d'en construire. La police sera réglée sur une convention entre les deux pays. Ils auront aussi la propriété et la souveraineté sur l'île de Pulo Condor, dans le sud-est donc du Vietnam, le monopole du commerce. Et si les Français sont attaqués, eh bien, le roi de Cochinchine viendra au secours des Français dans ces régions, c'est-à-dire tout simplement, c'est un plan en cas d'attaque de la Grande-Bretagne. Les troupes de Cochinchine ne passeront jamais, c'est prévu dans le traité, l'île des Moluques, de la Sonde ou le Trat de Malacca, donc c'est vraiment régional et c'est contre l'Angleterre. Et donc, en cas de problème, la France, par contre, viendra au secours du roi de Cochinchine. Il y a un petit article séparé qui est intéressant parce que, à mon avis, il est au cœur du problème. C'est pour prévenir les abus que la création donc de Tourane indépendante et puis de Pulo Condor, c'est qu'il est convenu que ces deux points ne recevront aucun Cochinchinois poursuivi pour crime. Et ceux qui pourraient être introduits ou seront extradés à la demande des Cochinchinois à la première réquisition. Ceci est très important parce que quelquefois les chrétiens ou ceux qui se sont convertis au christianisme, c'est des marginaux qui en profitent pour essayer de sortir du système confucéen qui est en place et échapper à la justice de Cochinchine. Et notamment à Pulo Condor, il y a souvent justement des fugitifs, des gens qui échappent et veulent échapper au plan. C'est une des raisons pour lesquelles le pouvoir de Cochinchine refuse la conversion au christianisme. Alors ça s'est passé. Évidemment, ça s'est pas passé. 1787, vous savez ce qui s'est passé en 89. Donc là, le projet a bien sûr été abandonné, n'a jamais été appliqué. Et mais Pignot de BN est un homme volontaire et il a fini par engager. Il a engagé son patrimoine personnel, familial. Et il va aussi utiliser l'argent des négociants des Mascareignes et de Pondichéry qui vont lui offrir 3 navires. Et il va recruter des officiers de marine, le lieutenant-colonel Laurent Barézy, un officier du génie. Alors les officiers de marine les plus connus, c'est Jean-Baptiste Chéniaud, c'est Philippe Vanier, qui deviendront d'ailleurs grands mandarins dans le système de Cochinchine, et qui vont aider les Nuyennes à reprendre le pouvoir. Ils vont instruire les troupes à l'européenne, ils vont fortifier à la française, nous verrons tout à l'heure, les citadelles, un certain nombre de citadelles donc de Cochinchine, ils vont fonder une école de guerre, ils vont réorganiser la flotte, et donc ça va donner une indéniable supériorité sur les frères Taïson. Et d'ailleurs, en 1792, leur frère aîné, Kung Trong, meurt, et de toute façon, ils ont été défaits, et ça marque quand même un tournant. Pignot de Béarn va mourir lui aussi, mais alors lui, il va mourir de dysenterie amibienne. Il va avoir droit, en 1799, il va avoir droit à des obsèques grandioses. Il y a 12 000 soldats, 120 éléphants, 40 000 personnes qui suivent dans la procession. Il est enterré donc à Saigon dans un mausolée, vous voyez, le tombeau d'Adran. Alors, pour la petite histoire, sachez que ça a existé jusqu'en 1983.
1983, que ce monument est depuis détruit, que les restes de Pignot de Béhaine ont été incinérés, rapatriés en France sur la Jeanne d'Arc, et ils ont été rapatriés avec les cendres de Francis Garnier et de Doudard de Lagrée, en 1983. Donc très récent. Et la moitié des cendres du monseigneur Pignot de Béhaine sont à rue du Bac, et l'autre moitié à Aurigny-en-Thiarche, là où il est né. Alors, en moins de 3 ans, finalement, les Taïsons sont vaincus, l'unité vietnamienne est reconstituée, et le fameux Nguyen Han prend le nom de Gia Long. Je vous ai mis que les tombeaux parce qu'ils sont très beaux, de Gia Long, qui est souveraine extension, ça veut dire, qui fixe sa capitale à Hue, ce programme empereur, et le fait d'être empereur, il est investi aussi par la Chine, qui appelle son pays Vietnam, les Viettes du Sud, et finalement c'est le nom qui va l'emporter. Mais à l'époque, les Français disent toujours Empire d'Annam. En témoignage de sa gratitude, Gia Long va donc nommer Vanier et Chéniaud grands mandarins. Sa reconnaissance ne va pas au-delà, c'est-à-dire qu'il utilise les compétences des étrangers, mais il ne leur cède aucun privilège, il ne leur laisse aucune influence politique, mais il a notamment protesté contre l'exécution de Louis XVI. Il a fait une lettre de protestation. C'est ingéré en quelque sorte dans les affaires françaises. Alors sous l'Empire, il se passe pas grand-chose avec la Cochinchine. Il y a eu deux rapports qui ont été faits, mais ça n'a pas été plus loin. C'est la Restauration qui renoue évidemment avec Gia Long et par le truchement notamment de Chéniaud qui va en France, qui va revenir. Il part en France en 1819. Il va revenir avec le double titre de consul et de commissaire de Louis XVIII, tout en étant grand mandarin, ce qui n'est pas évident à gérer le tout. Mais entre-temps, Gia Long est mort, vous voyez, 1820, et la situation politique a changé. Les successeurs de Gia Long, Minh Han, puis Thieu Tri, puis Tuduc, sont tous imprégnés de culture chinoise, sont hostiles à la France, multiplient les édits de persécution à partir de 1825 de façon régulière. Ils font décapiter les chrétiens et notamment les prêtres, les missionnaires, etc., les convertis. Les relations sont de plus en plus tendues, d'ailleurs, avec Chéniaud et Vanier. Et en 1824, ils vont recevoir un jour un petit plateau avec dessus une petite maquette de navire. Et puis, à côté, il y avait un lacet en soie, c'est-à-dire ils avaient le choix entre se suicider et repartir en France. Donc, ils sont repartis en France, ce qui est une façon très élégante de faire les choses. Et donc, ils vont finir leur jour sur le territoire français. Vanier est reparti avec son épouse, d'ailleurs, indochinoise. Rassurez-vous, elle était chrétienne, bien sûr. Tout était tout à fait convenable. Alors, alors ce qui est amusant, parce que là, moi je l'ai découvert là il y a pas longtemps en regardant sur Gallica, car dans Gallica on trouve plein de choses. Il y a eu une histoire officielle de la Basse-Cochinchine par un dénommé Oai Trin. Il était un grand mandarin chinois, et ce texte a été traduit par un des officiers de marine dont on reparlera, qui est Aubaret. Alors Aubaret, ça fait partie de ces hommes, d'abord il avait appris le chinois, donc quand il est arrivé, ça a été quand même facile pour lui, mais c'est un homme qui va tout de suite apprendre l'annamite, qui va même publier en français le code pénal annamite, qui va faire une grammaire annamite, un vocabulaire français annamite français, et il va traduire cette fameuse histoire et description de la Basse-Cochinchine qui avait été rédigée en 1823. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans ce traité, dans ce récit, cette histoire, il est mention d'un seul Français. Alors, ni Pignot de Béhaine, ni Chéniaud, ni Vanier, ni aucun autre. Un seul, parfaitement inconnu, qui s'appelle dénommé capitaine Manuel. Et alors finalement, renseignement pris, c'est évidemment Aubaret qui le raconte, c'est un matelot breton qui en 1783 était à la tête d'une compagnie annamite et qui a défendu notamment le cap Saint-Jacques et qui a résisté longtemps face à des rebelles entre guillemets, en nombre très supérieur, meurt au combat parce que tout simplement les rebelles ont mis le feu à la maison où il était. Et alors il est considéré comme très brave, et il est nommé alors sujet fidèle, juste et méritant, avec le titre de généralissime et colonne de l'Empire. Et donc ce matelot, Manuel, breton, parfaitement inconnu, devient une sorte
demi-divinités guerrières en Cochinchine. Ces dignités sont inscrites sur une tablette dans la pagode de la fidélité éclatante, c'est-à-dire dans le panthéon de l'empire d'Annam. Et cette tablette a disparu. Les Français, quand ils ont connu l'histoire, finalement, la tablette avait déjà disparu. Et donc, il est retourné à l'anonymat, ce qui montre qu'il y a des choses assez étonnantes. Il serait intéressant de voir si ce fameux manuel, peut-être que le prénom, peut-être que le nom, a des descendants ou pas. Alors, les édits de persécution continuent et vont bon train. Pourquoi? Parce que la doctrine catholique, qui programme l'égalité de tous les hommes, qui condamne le despotisme, qui sape en fin de compte l'ordre social et politique, puisqu'elle signifie l'abandon des croyances traditionnelles, du culte des ancêtres. Pignot de Béhaine avait dit que c'était une erreur, ça, de ne pas reconnaître le culte des ancêtres. Je vous rappelle que ça a été toléré par Rome en 1932, le culte des ancêtres, et officiellement en 1964. Alors, en fin de compte, le catholicisme remet en question le mandat du ciel. Vous savez que l'empereur était l'intercesseur entre le terre et le ciel. C'est lui qui, en quelque sorte, gère l'univers. On est tout à fait dans la tradition chinoise. Et il y a toujours donc une dimension religieuse, mais surtout une dimension sociale, politique. Tout est lié, le code civil, etc. Tout est lié dans ces régions. Alors, les missionnaires en franco-espagnol, en plus, pour lutter contre l'empereur, ont rien trouvé de mieux que de évidemment soutenir tous les prétendants à d'autres dynasties. Ils ont soutenu toutes les séditions possibles et imaginables au Tonkin, ce qui évidemment a provoqué un raidissement des autorités annamites, ce qui paraît logique. Alors, de temps en temps, la France, qui a une station navale dans les régions de Chine et d'Extrême-Orient, apparaît au large de la Cochinchine. Il y en a une vingtaine qui apparaître entre 1815 et 1855 et viennent au secours des missionnaires persécutés. Et vous avez un certain nombre de... Alors, il y en a une campagne qui est très connue. Alors, c'est la Gloire et la Victorieuse qui sont venus donc en 1847 pour exiger le libre exercice du culte catholique. Et Thiotry a envoyé ses jonques de guerre. Et elles ont été expédiées par le fond, coulées le 14 avril 57. La Victorieuse est commandée par capitaine de frégate Rigaud de Genouilly, que nous allons retrouver après de cette affaire. Donc c'est simple, toutes les fois les Français viennent, exigent que les persécutions s'arrêtent, tirent sur les gens quand elles sont là, et qu'est-ce qui se passe après? Des représailles contre les chrétiens, ça ne sert à rien, bien sûr, et ça pose même un dilemme pour les Français, puisque toutes les fois qu'ils viennent, en fin de compte, ça traduit par une recrudescence de persécution. Alors, l'urgence stratégique de la France s'est aggravée en quelque sorte depuis 1815, parce que maintenant la France, elle a perdu l'île de France, c'est-à-dire maintenant elle n'a plus que c'est l'île Maurice qu'elle a perdue. Elle n'a plus que 5 petits comptoirs, on les voit à peine. Là, vous avez des petits points en Inde, les 5 comptoirs français, et il n'y a plus d'arrière-pays, donc il n'y a plus aucune chose. Ce qui fait que là maintenant c'est un variant géostratégique, c'est-à-dire d'avoir vraiment un point d'appui, une base, ça devient absolument indispensable pour équilibrer notamment l'influence britannique en Extrême-Orient, mais aussi pour pallier la dépendance stratégique de la France qui n'a pas du tout d'établissement, alors que la Grande-Bretagne s'est installée à Singapour en 1819, à Aden donc là vous l'avez pas, mais bon, en 1839, et à Hong Kong en 1841, que la Hollande évidemment dans les Indes néerlandaises, qu'aux Philippines il y a l'Espagne, le Portugal est à Macao, donc la France est exclue de ce monde, alors que se développe la marine à vapeur, la navigation à vapeur, et donc il y aura une dépendance de plus en plus grande en charbon, et il faut des charbons, il faut absolument se réapprovisionner, et donc ça devient un impératif même technique. De surcroît, il y a sur le plan de la politique intérieure, Napoléon III soutient
le parti catholique, hein, c'est comme ça qu'il est venu en partie au pouvoir, et donc il pense qu'il faut aider, bien sûr, alors cette fois-ci, la protection des chrétiens. Hein, à cette époque, la France est toujours la fille aînée de l'Église, hein, donc elle a toujours ce rôle. Alors, les marins ont essayé par tous les moyens de compenser la perte de l'Île-de-France. Alors, il y a eu deux prises connues en 1840, Nosy Be, qui est rattaché donc à Madagascar, hein, et puis Mayotte. Et les deux, dans l'océan Indien, on pense que Mayotte et Nosy Be vont devenir les futurs Singapour et Hong Kong. Bon, vous connaissez le sort de Mayotte et de Nosy Be, vous savez que ça s'est pas passé comme ça. En 1840, les Français ont essayé aussi de prendre les îles Sulu, hein, aux Philippines, et puis le roi voulait marier son fils à une infante d'Espagne, et donc il a lâché et il n'a pas poursuivi la conquête des îles Sulu. Alors, en 1853, les Français vont annexer la Nouvelle-Calédonie, mais ils reconnaissent qu'elle est trop excentrée par rapport, évidemment, à la route de la Chine. Donc, il y a une opportunité qui va s'ouvrir, hein, c'est ce qu'on appelle utiliser une fenêtre d'opportunité stratégique. C'est le roi du Cambodge, qui s'appelle Ang Dong, qui a été couronné en 1847. Il est pris en tenaille entre le Siam et le Vietnam, et il cherche une alliance dans une grande puissance. Il a fait appel déjà au moment où Napoléon III n'était encore que président, et puis en 1853, il renouvelle cet appel de façon encore plus désespérée, et donc Napoléon III va décider d'aider donc le roi du Cambodge. Il va envoyer une mission qui est celle de Charles de Montigny, qui est le consul de Shanghai, et il va être chargé de faire une tournée en Asie du Sud-Est. Ça va se traduire par une convention de commerce avec le Siam d'ailleurs, mais la mission au Cambodge est un échec absolu. Et quant au Vietnam, c'est même pas la peine d'en parler, puisque il n'a pas le capitaine de vaisseau, le lieur de Ville-sur-Ars, était chargé de demander, d'apporter aux autorités anamites la lettre de Montigny demandant une audience. Il n'a jamais pu l'apporter parce que tout simplement il n'a pas pu être reçu. Alors il a fini par croire qu'on allait lui tirer dessus. Il a fini par attaquer les forts préventivement. Vous imaginez bien. Puis il y a une compagnie de débarquement qui a débarqué et qui a encloué les forts. Vous pensez bien que cette façon de procéder au niveau diplomatique n'a pas été très très féconde et que ça a été un échec absolu de cette affaire. Alors intervient une autre opportunité, cette fois-ci en 1857, la note d'un certain abbé-régiste Évariste Huc, qui est très connu parce que c'est lui qui a été les lords des Lazaristes. Il a été missionnaire en Chine et il a fait des missions d'exploration en Chine, en Mongolie, au Tibet. Il est le deuxième Européen à avoir visité Lhasa. Hein, et ça, d'ailleurs, ses comptes rendus de voyage ont été republiés et encore actuellement. Hein, donc c'est quelque chose de très très connu. Et lui, il préconise la conquête, d'occuper la Cochinchine. Il est d'autant plus compétent qu'il n'a jamais mis les pieds en Cochinchine. Et c'est pas parce qu'on n'a pas été quelque part qu'on n'est pas compétent. Hein. Et donc, dans sa note, il dit que c'est un droit que le traité de 1787, donc que la Restauration avait essayé d'imposer, alors qu'il n'a jamais été appliqué. Il dit que c'est un droit incontestable et que ça sera la chose la plus facile du monde. Il dit, il laisse un tableau flatteur de la Cochinchine, donc avec des ressources abondantes, sucre, riz, bois de construction, or, ivoire, etc. Sa population douce, laborieuse, très accessible à la propagande de la foi chrétienne, qui gémit sous le plus abominable tyrannie, elle nous accueillerait comme des libérateurs et des bienfaiteurs. Il suffit de s'emparer de Tourane, entre les mains, donc, ça deviendrait un port inexpugnable, et ça permettrait donc l'occupation sans aucun problème. Ça ne coûtera rien à la France. Alors ça, c'est génial. Et les Anglais, en plus,
regarde Turan et voudrait s'y installer, ce qui évidemment est une façon de dire aux politiques d'agir. Alors, le retentissement de cette note est importante. Le ministre des Affaires étrangères met une commission ad hoc pour examiner les droits de la France sur la Cochinchine suite au traité de Versailles. Alors, elle va se réunir à plusieurs reprises. Ils vont aussi recevoir Monseigneur Pellerin, qui lui a été vicaire apostolique en Cochinchine pendant 12 ans, qui évalue le concours des chrétiens à 600 000 individus. Et donc, la commission va conclure que le traité est un titre imparfait du point de vue du droit européen, j'aime bien, mais qu'évidemment on peut pas se désintéresser du sort des chrétiens. Elle préconise l'établissement d'un protectorat. Elle dit qu'il suffira de 2500 hommes, un corps expéditionnaire pas très important. D'ailleurs, les missionnaires disent que 1500 ça suffira. Les dépenses sont évaluées à 4 millions de francs, et ça sera remboursé tout de suite, puisqu'il suffira de saisir le trésor de Tuduc, qui est évalué à 40 millions, donc une opération même qui rapportera. Et alors là, on dit la Cochinchine deviendrait une Algérie, moins les difficultés et les défenses de la colonisation et de l'assimilation. Là, l'Angleterre, bien sûr, n'a aucun droit. Alors, il y a un autre individu qui va encore en rajouter, c'est Monseigneur Rotor, ça s'invente pas. Évêque d'Aquante, alors lui c'est au Tonkin, et lui il mise, je trouve ça extraordinaire quand même, ces missionnaires sont prêts à tout, et donc il mise sur la cupidité bien sûr des dirigeants, et il fait valoir, il flatte en fin de compte, il flatte les plus bas instincts pour obtenir sur le principe la fin justifie les moyens, et là il dit la France trouverait au Tonkin beaucoup de mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de charbon, etc. Donc c'est génial. Et aussi du bois de construction pour les navires. Et elle pourrait enrôler des soldats et des marins, qui dit mieux. Donc Napoléon III n'est pas décidé encore, mais enfin il est prêt à faire un effort en Cochinchine, d'autant qu'il y a Monseigneur Diaz qui va mourir assassiné, c'est un Espagnol qui va être assassiné par les Ananites. Donc il est martyr, hein, après tout, ils sont là pour ça, hein, les missionnaires. Alors le commandant de la division d'Indochine, qui est le contre-amiral donc Rigaud de Genouilly, lui il est en poste pour l'instant à Hong Kong, et il annonce qu'il avait appris que Monseigneur Diaz avait été arrêté. Il a envoyé un bâtiment donc dans le golfe du Tonkin pour essayer de récupérer l'évêque et aussi récupérer des missionnaires et des chrétiens indigènes. Mais finalement, c'est le Catinat qui a été envoyé. Il revient un peu plus tard en disant qu'il il a échoué puisque Monseigneur Diaz a été exécuté. Rigaud de Genouilly dit maintenant on a vraiment le prétexte pour un coup de rigueur, un coup de vigueur pour opposer des négociations à l'Annam, et donc l'objectif serait être Turan. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc il estime qu'il suffit 1200, 1500 hommes, enfin, il est complètement sous l'influence des discours des missionnaires. Alors, il reçoit une note, une traduction d'un mémoire dont je vous ai parlé au début, fait par les mandarins, adressé à Tuduc. Et là, dans ce texte, qui est très intéressant, on voit la crainte exprimée par les mandarins de la collusion des ennemis, entre les ennemis intérieurs, les chrétiens, l'extérieur, les Cambodgiens et les Français, dit comment il faut combattre chacun des trois. Alors, pour les chrétiens, c'est simple, hein. Alors là, c'est persécution des chrétiens, il faut décapiter les prêtres, il faut faire... Ça doit être accompagné d'une propagande des vertus confucéennes, hein, le respect de soi, l'amour filial, l'amitié réciproque, la générosité envers les étrangers et la fidélité envers l'État. Voilà, donc là c'est le premier. Pour le premier, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est pas la peine. Le deuxième point, c'est la prévention à l'égard des Cambodgiens. Et là, c'est clair, il faut renforcer les fortifications qui sont le long des frontières avec le Cambodge. Et il faut confier ces forts à des soldats paysans qui du coup défendraient leurs biens, leur culture, etc. pour éviter l'invasion par le Cambodge. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est
Alors, pour les Cambodgiens, c'est quand même amusant parce qu'il il a parlé il a dit que les Cambodgiens ne peuvent agir que réunis aux barbares et ils emploient le terme des langues et des bois. Alors, les langues, c'est un peu comme le Dahu, vous savez, en Europe. Les langues, ce sont des espèces de loups qui ont les pieds devant très longs et les pieds derrière très courts. Vous voyez? Pas facile. Et les bois, par contre, c'est l'inverse. Ils ont les pieds devant très courts et les pieds arrière très longs. Donc pour marcher, il faut les deux. Suis-je clair? Donc les Cambodgiens doivent marcher comme ça avec les barbares, sinon ils pourront jamais envahir le Vietnam. Bon, c'est amusant parce que bon, on retrouve quelque part le Dahu, mais d'une autre façon. Alors pour les Européens, alors c'est très clair. La seule façon de lutter contre les Européens, c'est de les empêcher d'arriver. C'est de les empêcher de pénétrer dans le pays. Alors voilà la description qu'ils font des barbares. Les barbares sont d'un caractère ferme et très patient. Les œuvres qu'ils n'ont pu achever, ils les lèguent à leurs descendants pour les conduire à la dernière perfection. Les projets qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser, ils les laissent aux âges suivants qui les mènent à bonne fin. Ils n'abandonnent aucune entreprise, ne se découragent devant aucune difficulté. Ces barbares vont dans tous les royaumes sans redouter aucune fatigue. Ils sont des peuples sans regretter aucune dépense. Ils ont l'intention, sinon, leur intention, c'est de s'emparer des pays qui les reçoivent et de les infester de leur doctrine dépravée. Tantôt ils viennent, tantôt ils reviennent. Alors, la description aussi, c'est, ces hommes sont semblables par leurs mœurs aux chèvres et aux chiens, qui est plutôt sympathique, ne peuvent être persuadés par le langage de la raison. Alors, vous voyez comment ils nous voient. La seule chose qu'ils reconnaissent supériorité vraiment des Européens et des Occidentaux, c'est leur supériorité militaire. Ils disent, il nous sera difficile de les expulser, il faut rendre leur entrée impossible. On n'a jamais vu les barbares d'Europe oser pénétrer un peu loin avec leurs navires dans l'intérieur de nos fleuves. Et là, nous sommes en 1857, eh bien, les mandarins annamites sont mal informés, car ils ne connaissent pas, en fin de compte, la première guerre de l'opium avec les Anglais contre la Chine, ni les gesticulations qui ont été faites à l'égard de la Chine, et l'intervention de l'instrument même de la conquête au XIXe siècle, qui est la canonnière. Et là, je vais vous montrer un certain nombre de canonnières. Le principe, c'est une plateforme de tir, avec des canons très puissants, rayés. C'est donc une base de feu mobile, à faible tirant d'eau, avec une artillerie donc rayée. Et c'est ce type de bâtiment qui permet de remonter les fleuves. Et là, les mandarins ont raté une révolution, c'est le petit bateau, la canonnière démontable, raté la révolution qui va leur tomber dessus, avec l'arrivée des Français. Donc eux, ils ont conscience de leur vulnérabilité militaire, de leur infériorité, ils pensent que de toute façon, ils pensent que s'ils rentrent, les Européens rentrent, il y aura un moyen de les arrêter, parce qu'à ce moment-là, on pratiquera selon les circonstances la guerre, en fin de compte, selon comme on fait les Annamites. Alors, la seule chose qu'il faut protéger, c'est empêcher qu'ils arrivent et qu'ils se maintiennent à Turan, parce que Turan, effectivement, proche de Hue, et donc proche de la capitale. Alors ils disent bien, dans l'art de faire parler le canon, ils sont extrêmement habiles. Nous ne pouvons pas espérer de les surpasser. Donc voilà. Donc la stratégie à adopter, il ne faut donc pas faire la paix avec eux. Il ne faut pas non plus leur livrer bataille, mais nous tenir sur la défensive et pour cela nous environner des difficultés et de périls. Et nous allons voir comment ils ont fait pour effectivement empêcher, en tout cas tenter d'empêcher. Alors, l'ordre arrive, évidemment, à Rigaud de Genouilly, de prendre Turan. Ça va, je vais pas rentrer dans le fait. Alors, l'armée annamite, c'était quoi? C'est en théorie 200 000 à 300 000 hommes, qui fournit par la conscription. La moitié est ordinairement en congé parce que de toute façon ces troupes ne sont sous les drapeaux que pendant 6 mois,
Vous voyez, c'est extrêmement variable. Les routes de surcroît sont extrêmement défectueuses, donc on peut difficilement les concentrer à des endroits précis. L'armement est rudimentaire, composé de sabres, de lances. Il y a de rares fusils à pierre. Par contre, ils ont une bonne artillerie, mais tirant à boulet plein, et donc inférieur évidemment à la puissance de destruction de l'artillerie française. Alors la prise de Tourane est sans aucun problème, hein, se fait le 1er septembre 1858. Les petits forts là que vous voyez sur les crêtes sont bien faits, hein, ils sont bien construits et tout, parce qu'ils ont été construits par les Français. Les Français de Pignot de Béarn, hein, donc pas de problème. Là, ce que font les anamites, ils font ce qui a été prévu dans le fameux texte de conseil donné par les mandarins. Ils font la terre brûlée, c'est-à-dire l'armée est introuvable, ils reculent. Hein. Les Français déclarent donc Tourane en état de blocus. Il n'y a pas de perte au combat. La seule chose, c'est que vous avez des gens qui, en descendant à terre, sont tombés raides morts, mort subite. On appelle ça coup de chaleur, etc. Il y a des tas de raisons qui font qu'on a eu un certain nombre comme ça de gens. Faut pas oublier que les gens sont habillés avec des uniformes en laine, comme pour aller combattre en Europe. Et on n'est pas dans des régions de comme ça. Là, donc, ils déchampent parce que ils sont sur cette presqu'île. C'est une tête de pont. Effectivement inexpugnable, que Rigaud de Genouilly rend inexpugnable, il relève l'effort, il fait des travaux, il fait des routes, etc. Il n'y a pas du tout d'indigènes, donc il faut faire les travaux soi-même. Or, tout le monde sait, tous les gens qui ont été en Extrême-Orient à cette époque disent que les Européens ne peuvent pas travailler, hein, il leur faut des coulis et tout ça, parce qu'ils peuvent pas tenir. Donc, ils sont obligés, là, ils sont absolument épuisés, fatigués, hein, 10 heures par jour, ils sont en train de faire des terrassements, ils sont mal nourris, ils couchent sous la tente, ils sont évidemment sous des pluies diluviennes. Les conditions sanitaires sont absolument lamentables. Les épidémies commencent à décimer. Il y avait déjà le choléra quand ils sont partis. S'ajoute la dysenterie, le typhus, les fièvres pernicieuses, même le scorbut. Tout ça inquiète beaucoup. Les médecins, certes, ont des connaissances des maladies tropicales, ils ont quand même été aux Antilles et tout. Mais là, il y a une seule chose aux Antilles, à la limite, ils luttaient contre le paludisme, contre la fièvre jaune. La fièvre jaune, vous savez que tout le monde en mourait, donc c'était pas un problème. Mais contre le paludisme, on n'a qu'une chose, c'est la quinine. Or, la quinine, moi j'ai regardé les doses qui sont employées de quinine à cette époque à titre préventif, et vous savez qu'à titre préventif, actuellement, on n'utilise pas la quinine, mais la chloroquine à l'époque n'existait pas. Et même les doses données de quinine sont dérisoires par rapport à ce qui est employé actuellement quand quelqu'un est touché par le paludisme. Et de toute façon, la quinine ne fait rien sur la dysenterie amibienne, ni rien du tout. Et donc les gens ont différentes maladies tropicales qui s'ajoutent, et donc le corps expéditionnaire commande à compter ses morts. Car ils n'ont pas été tués au combat, mais ils meurent de maladie, et en moyenne, il y a plus de 200 hommes, donc il faut savoir qu'il y avait à peu près 2000 hommes présents, et 200 hommes sont hospitalisés en permanence. Rigaud de Genouilly devient comme fou, il fait des achats massifs de bœuf, de légumes, de rafraîchissements à Hong Kong, à Macao, à Manille, donc c'est pas la porte à côté, donc c'est des problèmes de logistique incommensurables. Les équipages donc sont épuisés. Alors il dit, les médecins vaincus par la maladie arrivent à la conclusion que les Européens ne doivent faire sous ce climat aucun travail, mais alors comment s'y établir pour voir aux nécessités de la défense, aux constructions d'hôpitaux, de baraques. C'est un cercle vicieux contre lequel on viendrait se briser la tête. Voilà. Alors en plus, la prise de Tourane n'a aucun effet sur les autorités anamites. Les Français sont à Tourane, très bien, tout le monde s'en moque. Là, Rigaud de Genouilly se rend compte que toutes les informations distillées par les missionnaires sont absolument fausses, que le pays de Cocagne annoncé, c'est pas le pays de Cocagne, que la population est finalement hostile, que le climat est meurtrier, que les routes sont impraticables, et que pour sortir de l'impasse, il va falloir inventer une nouvelle façon de lutter. Donc, ils pensent lutter et attaquer la capitale, Hué, et qui est à 130 km de Tourane. La mauvaise surprise, alors il n'a pas d'informations. D'abord, il y a un fleuve, 130 km. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le tirant d'eau. Et puis, il finit par avoir des informations qui viennent de Hong Kong. Et là, c'est la mauvaise surprise. Quand vous regardez bien cette carte, ça doit vous donner ce plan aérien. Ça vous donne une petite idée quand même ça vous rappelle quelque chose, ça, hein?
Voilà. Donc là, vous regardez, là, vous voyez bien. Hein. On appelle ça une fortification à la Vauban. Donc les Européens, là les Français, se heurtent aux fortifications qui ont été construites à l'époque de Pio de Béhène par des officiers du génie tout à fait compétents qui ont fait des choses tout à fait intéressantes. Le tout est entouré, vous voyez, on le voit sur l'autre, est entouré par la rivière, hein, donc vous voyez l'épaisseur des murs, hein, voilà. Ah oui, il faut attaquer ça avec des gros canons à l'intérieur. Voilà. Et oui, c'est pas facile. Donc Rigaud de Genouilly est fou furieux. Il envoie une lettre en disant: le gouvernement a été trompé sur la nature de cette entreprise. Elle lui a été présentée comme très bonne, ça n'a point de caractère. On lui a annoncé des ressources qui n'existent pas, des dispositions chez les habitants qui sont toutes autres que celles prédites, un pouvoir énervé, affaibli chez les mandarins. Ce pouvoir est fort et vigoureux. L'absence de troupes et d'armées, l'armée régulière est très nombreuse et la milice comprend tous les hommes véridiques de la population. On a vanté la salubrité du climat. Le climat est insalubre. En somme, en relisant le rapport de la commission mixte réunie au ministère des Affaires étrangères en face des faits qui se sont produits jusqu'à ce jour, on reste convaincu que la question a été entourée d'assertions erronées, qu'on a laissé dans l'ombre toutes les difficultés réelles. Pour moi, il est patent que les intéressés ont voulu engager le gouvernement, sachant bien qu'une fois engagé, il sera bien difficile, sinon impossible, de reculer. Et c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Alors, il se donne un autre objectif, ça va être Saigon. Pourquoi Saigon? Parce que c'est la capitale, c'est le grenier à riz de la Cochinchine, et donc il va attaquer Saigon, il y aura aucun problème là aussi. Alors les Annamites avaient quand même prévu ça, ils avaient été informés par les Chinois qu'il y aurait éventuellement une attaque. Donc il y a des forts partout. Tous les forts sont précédés par des estacades. Il y a des obstacles qui ont été mis dans le cours d'eau. La seule chose que c'est Rigaud de Genouilly part à l'aveuglette. Il a absolument aucune indication sur le dispositif Annamite. Il part à l'aveuglette et la seule chose qu'il sait, c'est qu'on peut remonter le fleuve avec des bâtiments qui ont un plus grand tirant d'eau, disons jusqu'aux frégates. Donc il va le faire et en 10 jours. En 6 jours, il va s'adjuger 10 forts, prendre la citadelle. Il n'a pas une seule perte humaine. Il a quelques blessés par contre le matériel saisi est considérable, une corvette, 7 jonques, 200 bouches à feu, 20 000 armes individuelles, une centaine de tonnes de poudre, des approvisionnements en soufre, en plomb, en salpêtre, des stocks de riz pour nourrir 6 à 8 000 hommes pour une année. C'est l'impôt annuel, tout simplement, de la province, et puis 130 000 francs en sapèque. Donc il va occupés maintenant, mais cette fois-ci les amis ont fait la même chose, ils ont vidé la ville, ils ont interdit à la population de ravitailler l'occupant, et il y a des bandes qui ravagent la ville, qui allument des incendies pour atteindre les bâtiments amarrés. Donc ce n'est pas aussi simple, mais par contre Rigaud de Genouilly, autant à Toura il n'y avait rien, autant là Saigon il sent qu'il y a un potentiel et que c'est le centre commercial de la NAM. Mais évidemment le pays est déserté, les habitants, les chrétiens ont disparu, les 500 000 chrétiens, il y en a pas, et donc il en déduit que nous devons faire la guerre avec nos seuls moyens et compter sur nos seules forces. Il va incendier les magasins à riz. Les magasins à riz vont brûler pendant 2 ans. 2 ans. Et c'est une décision qui va être critiquée parce qu'évidemment c'était quand même des biens, et arriver dans un pays pour prendre les ressources et puis les brûler, ça se fait pas. Alors lui il reconnaît que c'est un pays difficile à conquérir, plus difficile à conquérir même que la Chine, parce qu'il y a pas l'anarchie. Là en Cochinchine il y a une organisation générale très forte, une organisation militaire efficace. Donc commence une guerre d'usure avec des chiffres de malades de plus en plus importants. Donc ils vont finir, les pourparlers ont commencé avec les Annamites, mais traînent en longueur, d'autant que Tuduc a appris que les Français étaient en guerre contre l'Autriche, c'est la guerre d'Italie en 1859. Donc les missionnaires pensent qu'ils vont être de nouveau abandonnés, donc ils réagissent, ils opèrent contre les intérêts français à la limite, c'est-à-dire ils mettent de l'huile sur le feu partout pour essayer de faire en sorte que les Français restent. Le bilan de cette première partie est un semi-échec. Sur un plan tactique,
Il n'y a pas eu de problème, hein, mais sur un plan stratégique, disons qu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. La prise de Touran est inadaptée, et finalement le gouvernement va décider de évacuer Touran et de conserver que Saigon. Alors à Touran, il y a une petite garnison, alors qui va être renforcée de temps en temps par des hommes, par les Espagnols, car nous sommes alliés aux Espagnols pour cette affaire. Je vous rappelle que Monseigneur Diaz était espagnol, et donc, de toute façon, la France n'est jamais intervenue pendant le Second Empire sans un autre pays allié. Jamais. Au Liban, elle avait l'aval des puissances occidentales, des puissances européennes, donc elle est toujours intervenue dans un système interallié. Toujours, toujours, toujours. Et dans le cadre de maintien de la paix. Alors, faut pas oublier que la France a été quand même 18 ans de règne, 32 ans de guerre. Hein, évidemment, si les guerres ont été les unes se sont entassées et puis elles se passaient en même temps. Hein. Voilà, donc ça c'est quand même. Alors, la prise donc de Saigon, mais bon. Il y a les opérations en Chine, donc là l'essentiel, il y a qu'une petite garnison qui est laissée à Saigon, et le face à face, ça commence à devenir sérieux, car je vous dis à peu près 1000 hommes enfermés dans Saigon, et là les Annamites, voyez, sont en train de mettre en place un système de défense extrêmement performant, un vaste camp donc retranché à Kiowa, avec un mur d'enceinte en terre de 3,5 mètres sur 2 mètres d'épaisseur, avec la façon de faire les Cochinchines la guerre, c'est-à-dire avec des obstacles qui sont accumulés sur toutes les faces du camp. Il y a des trous de loup tapissés de pointes de fer, des branches d'épineux, des fossés, des piquets, des chevaux de frise, des escarpes hérissées, des pignes, de bambous acérés. Il y a d'étroites meurtrières qui sont garnies de canons, de pierriers, d'espingoles. Donc tout ça fait que c'est un système de défense extrêmement performant, et donc il devient, et c'est l'honneur du drapeau, hein, ou du pavillon, il va falloir aussi balayer en quelque sorte ce système de défense. Il y a un nouveau ministre de la Marine qui arrive, c'est Chassuloba. Chassuloba, c'est un libéral, il était président de la Société de géographie, hein. Dans toute conquête, il y a toujours des géographes, des missionnaires et des commerçants, hein, avant qu'arrivent les marins. Donc, il est favorable à tout ce qui est conquête et empire, il donne des instructions donc pour éradiquer les forts de Kiowa. Celui qui va s'en charger, c'est l'amiral Charner, qui revient de Chine. Remarquez comment ils sont habillés, hein, ils sont habillés vraiment comme si on combattait en Europe. La seule chose, c'est qu'ils ont une espèce de mouchoir là derrière la tête, parce qu'on s'était rendu compte que finalement les hommes, c'est quand ils touchent, ils avaient sur l'arrière du crâne, ils avaient des coups de soleil, peut-être ça pouvait être aussi la raison des coups de chaleur. Alors ça pose aucun problème, hein. Ils vont balayer en quelques jours, il y aura des pertes, hein, mais une vingtaine d'hommes, hein, face aux pertes en face qui sont énormes. C'est vrai qu'en face il y avait 12 000 hommes, hein. Les coachs chinois font la même chose qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire que dès qu'ils sont attaqués, ils ripostent. Quand ils voient que ça marche pas, ils reculent, ils reculent, ils reculent. Alors il y a quelque chose, il y a eu un rapport qui était très amusant, parce que il disait voilà, nous les avons coincés au nord, nous les avons cassés à l'ouest, nous les avons coincés à l'est. Donc il y a que le sud, et au sud il y a la rizière, donc infranchissable. Donc, évidemment, moi, quand j'avais lu ce rapport, j'étais morte de rire parce que je voyais très bien ce qui était passé. Et quelques jours plus tard, ils ont dit il n'y a plus personne devant. Évidemment, hein, les rizières. Mais nous connaissons la guerre du Vietnam, donc on sait ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire que ils connaissent bien leur pays et ils se débrouillent très très bien dans les rizières. Donc, voilà. Vont finir par finalement éradiquer toutes les défenses et occuper Mito, hein, donc vous l'avez là. Donc vous voyez là sur cette carte la grosse difficulté pour conquérir ce pays, c'est-à-dire que vous avez des arroyos, vous avez une petite... Donc la canonnière, hein, est absolument l'instrument idéal pour la conquête de ces pays. Alors la mortalité est très élevée chez les hommes, de maladies, hein, on est à 30 pour 1000, ce qui est quand même considérable. Vous avez toujours un tiers
enfin un quart, voire un tiers d'hommes malades, et ceux qui sont pas malades, ils sont pas dans un état extraordinaire. Et puis il y aura, si vous voulez, on ne connaissait pas ce que c'était que la névrose de guérilla, parce que ça va être détecté que pendant la guerre du Vietnam ou d'Indochine. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est que les gens n'ont pas les symptômes et ils ont des problèmes psychiques. Parce que là, il y a un environnement très hostile, hein, une nature hostile, hein, avec un climat hostile. Ils sont dans des postes isolés. Scharner va être obligé de mettre des espèces de colonnes volantes pour lutter contre les mandarins qui organisent la résistance. Donc ils sont dans des postes isolés, ils sont obligés de patrouiller. Il y a des embuscades, ils sont harcelés et il y a une détresse psychologique chez les hommes. Alors moi j'avais trouvé un cas assez singulier au Val-de-Grâce où il était hospitalisé pour troubles psychiques graves, avec des cauchemars épouvantables, et toutes les nuits hurlait, etc. On était obligé de l'attacher dans son lit parce qu'il voulait se sauver et tout. Et finalement, pendant un jour de garde en Cochinchine, il s'était trouvé face à face avec un tigre. Voilà. Et ben, ce face-à-face a créé un traumatisme très puissant, et donc on le retrouve au Val-de-Grâce. Je sais pas après ce qui lui est arrivé, mais il était hospitalisé pour ça. Donc ne pas oublier la dimension psychique de ces conflits et de ces guerres. Alors je dirais la pacification est loin d'être faite. Les populations ne se soulèvent pas comme tout le monde le pensait, hein, mais il y a des bandes organisées, il y a des mandarins à leur tête, et ils fomentent je dirais des troubles quotidiens. Ce sont des bandes invisibles, insaisissables. Ça aussi, c'est l'ennemi insaisissable est quelque chose d'horrifiant pour des troupes de guerre normales, hein, aguerries. Elles évitent le combat, elles se dispersent dans les marais dont elles connaissent les points guéards, de sorte que c'est que par surprise et en employant la ruse qu'on a réussi à les joindre. Elles pratiquent une guérilla aquatique, c'est-à-dire que comme ils interviennent à tous les points de tous ces, vous voyez bien, de tous ces arroyos, de toutes ces petites rivières, eh bien, même avec les canonnières, il n'y a pas des canonnières à chaque mètre, donc ils arrivent à filer entre les mains des marins. Et puis, il y a maintenant les officiers de marine, tels qu'Aubaret, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui commencent à réfléchir et à dire c'est une erreur de coloniser la Cochinchine. Les mandarins n'étaient pas les tyrans annoncés, dit-il. Les Anamiques considéraient leur administration juste et douce, et il fait partie des gens qui vont lutter en disant il ne faut pas coloniser la Cochinchine. Alors, Scharner part, il est remplacé par Bonnard, ils vont continuer cette conquête et ils vont finir par conquérir finalement, parce qu'on n'écoute pas toujours ceux qui sont sérieux. Voilà, donc ils vont prendre toute la partie qui est en bleu là. C'est 3 provinces, Biao et Vinlong. Et là, il y a des négociations qui sont cette fois-ci entreprises avec les Anami. Et notamment un dénommé Fang Tongjiang, qu'on verra tout à l'heure, ministre des Rites, qui est un des deux plénipotentiaires, et ils vont signer le traité de Saigon, traité de paix et d'amitié du 5 juin 62, dans lequel ils octroient la liberté de culte catholique, la souveraineté sur les provinces, les 3 provinces qu'on a dit là de Basse-Cochinchine, l'île de Pulo Condor, la liberté de commerce, etc. Ils vont verser une indemnité de guerre de 4 millions de dollars, payable en 10 ans, et ils rendent la forteresse de Vinlo, et qui va devenir donc vous voyez la forteresse de Vinlo, qui va devenir le siège de la vice-royauté du fameux grand mandarin Fang Tongjiang. Et il y a malgré tout une insurrection générale. Finalement, Bonnard est obligé de distribuer des armes aux civils, aux malades, aux blessés, etc., pour essayer de s'en sortir. Scharner va intervenir avec la division navale de Chine, et finalement, on va assister à l'échange. Donc, ça, c'est un diaporama. J'ai trouvé que c'était très amusant. C'était comme ça qu'on représentait l'histoire à l'époque. Donc, les échanges de ratification en grande pompe, donc le 14 avril 63. Et puis, il y a un traité de protectorat signé avec le Cambodge. Alors la question se pose, c'est que faire de la Basse-Cochinchine? Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez bien, c'est une position absolument intenable sur le plan stratégique. D'une part, il y a le Cambodge avec lequel on a un protectorat, là il y a l'Annam, et puis là,
il y a toujours les Anamites, hein, il y a toujours alors que faire? Finalement, il est évident que c'est ce qui devait se passer, c'est que c'était une position intenable et qu'il fallait tout simplement prendre, soit quitter, soit prendre toute cette partie-là. C'était inévitable. Donc c'est ce qui va se passer, mais avant, il va y avoir une ambassade, parce que Tuduk conteste finalement le traité de 62. L'ambassade est donc conduite par le grand mandarin Fang Liangyang pour renégocier le traité. Ils vont arriver donc en France, ils vont être reçus par l'empereur, et finalement, alors grande stupéfaction, ils se rendent compte que Napoléon III, eh bien, serait partisan de revenir au projet initial, c'est-à-dire de se contenter d'un comptoir commercial, optimisé par un protectorat sur la Cochinchine, et il suit finalement le point de vue des Aubarrais et autres officiers sinologues qui connaissent bien l'Extrême-Orient et qui disent que les deux civilisations sont antinomiques, que les mentalités sont trop éloignées pour mettre en place un système administratif efficace et durable, et ils pronostiquent que la greffe européenne ne prendra pas, et donc il faut pas rester en Cochinchine. Et Napoléon III est plutôt favorable à cette position. Napoléon III n'a jamais eu une idée colonialiste. Alors vous lirez dans les livres évidemment d'histoire coloniale, on va vous dire c'est quelqu'un de velléitaire, il comprend rien, etc. Je pense qu'il comprenait mieux les choses que bien d'autres. Il n'était pas si velléitaire que ça. Et finalement, bon, on va voir qu'il va perdre l'affaire. Alors pendant ce temps-là, il y a l'affaire du Mexique, donc il y a de l'argent. Il y a un nouveau traité qui est donc lui négocié avec Aubaret. Hein, et qui crée donc qui renonce à une colonie, qui se comptoir d'un comptoir avec 3 provinces qui seraient donc rétrocédées. Les 3 provinces qu'on a vues en rose seraient rétrocédées contre 3 présidesses, 3 petits points: Saigon, Mito, le Cap Saint-Jacques. Et il y aura un protectorat sur les 6 provinces de Cochinchine avec un tribut annuel qui serait payé. Alors c'est pas un retour en arrière, c'est l'idée initiale de Napoléon. Napoléon III, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tout simplement avoir Hong Kong ou Singapour, l'équivalent en Cochinchine. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Point barre. Alors, Aubaret retourne en Annam, et là, surprise, évidemment, Tuduk a changé d'avis, et lui, il accepte plus les concessions, mais Aubaret est, je dirais, lutte contre. D'ailleurs, Napoléon III, il est majoritaire dans le Conseil des ministres, c'est-à-dire tout le monde est d'accord. Il y en a qu'un seul qui est contre, c'est Chassou-Laubat, qui est pour la colonisation. Et donc, Napoléon III se heurte aux partisans de l'expansion coloniale, c'est-à-dire à Francis Garnier, le futur de Tonquin, à Renier, autre officier de marine, Renier qui va alerter les parlementaires, des gens comme Thiers, comme Armand, comme Schneider, grande société industrielle, les diplomates, des journalistes, etc. Et ce qui fait que on va avoir un vrai parti colonial qui se crée. C'est une nouveauté. Il n'y avait pas vraiment de parti. Il y a toujours eu des partisans des colonies, mais disons là, c'est un vrai parti colonial qui va prendre de l'essor avec au fur et à mesure du temps. Et finalement, Napoléon III se heurte à la presse catholique, à la presse maritime, aux milieux d'affaires, aux officiers de marine. Ça fait beaucoup. Et Napoléon III cède. Et il cède à la pression, et donc il avalise le traité de 62. Et donc la mouture qui avait été prévue par Aubaret n'est pas avalisée. Le sort des provinces occidentales demeure en suspens. Elles vont pas durer longtemps parce que je vous ai dit, c'est une situation absolument intenable. Et donc la Grandière, quand nouvel amiral, va prendre les provinces donc de Winglang, de Yangyang et de Yatia, et donc le grand mandarin Fan Tangyao va donner des ordres de ne pas lutter, c'est-à-dire qu'il considère que maintenant c'est fini, et donc il faut que toute résistance armée est inutile. Et ce qui est, je finirai là-dessus parce que finalement je vais finir sur quelque chose de plus positif, mais je vais finir sur quelque chose de négatif. Il va de chagrin, de honte, il va se suicider.
Il va se suicider, il va faire un jeûne pendant plusieurs jours, et puis il va avaler une dose massive d'opium. Il y a un médecin de la marine qui va essayer de le sauver. Et donc il va mourir devant toute sa famille, car il a fait venir sa famille, et voilà, ainsi se termine l'épisode et ce regard croisé entre occidentaux et orientaux, avec, à mon avis, malentendus des deux côtés. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de rencontre. J'aurais pu finir sur une histoire positive qui est, je vais la finir quand même, allez. Si vous allez au musée Guimet, vous verrez une superbe exposition sur Encore, car cette affaire a une suite. C'est que l'intérêt pour la Cochinchine, car je vous ai dit le grand truc, c'était finalement l'accès au sud de la Chine, et on pense que le Mékong est une ouverture vers la Chine, et vous savez, c'est la grande expédition du 166, avec Doudard de Lagrée, avec Francis Garnier, avec Delaporte, le monsieur qui a fait et heureusement, parce qu'il a fait des moulures de bas-reliefs dans Encore, c'est que c'est eux qui ont initié pratiquement l'école d'Extrême-Orient, et ces bas-reliefs maintenant sont précieux, car la plupart de ces bas-reliefs ont été par les intempéries ont été fortement détruites, ou par les pilleurs, et donc maintenant il y a des pièces, vous allez les voir là au musée Guimet, et donc vous verrez en fin de compte le début de ce qu'a été cette grande aventure positive, car en fin de compte ce qui compte finalement c'est toujours la culture. Voilà, merci.